Madame, monsieur, bonsoir, et bonsoir surtout à notre invité de ce soir, une invitée longtemps attendue, longtemps espérée, mais avec de la patience. Eh bien, on arrive à avoir Annie Girardot. Bien, Oui, soyez la d'accord. bienvenue. Bonsoir. Comment allez-vous? Ah, je vais très bien. Vous courez toujours d'une ville à l'autre, les tournages se succédant, à un rythme Oui, d'enfer. pas forcément d'ailleurs les tournages. Je crois que ma vie est sous le signe de la course, quoi, je pense. Mais c'est comme ça. Vous avez pris quand même un peu des vacances au cours de l'année qui vient de s'écouler. Disons que cette année, j'ai tourné un film. Voilà. De Broca, La cuisse de Jupiter, Voilà, dont nous Cuisse de parlerons tout à Jupiter. l'heure. Voilà. Oui. Mais il n'empêche que j'ai plein de choses à faire. Par exemple, j'ai une fille qui vit en Italie. Alors voilà, alors ça fait pas mal de voyages comme ça. Voilà. C'était un besoin quand même d'arrêter de tourner, car vous aviez beaucoup tourné. Oui, j'ai voulu arrêter un petit peu, oui. Ouais. Pour diverses raisons. Mais je pense que c'était très bien. Quand on fait une rupture comme ça, je veux dire, des vacances, elles vous ont paru longues ou trop courtes? Mais j'ai pas de vacances, j'estime que j'ai pas de vacances. J'ai eu des vacances par contre en tournant le film de Broca. Parce que tourner d'abord avec une équipe délicieuse, un sujet formidable, des rôles merveilleux, de Broca, une bonne équipe, alors voilà, on est bien, en plus un pays fantastique, des lieux extraordinaires, une mer bleue, chaude, un soleil, qu'est-ce que vous voulez de plus? Moi, ça m'était pas arrivé depuis des années et j'en ai profité. Disons que j'ai travaillé, j'ai pris mon plaisir et puis j'ai pris les vacances. Eh bien, nous allons retourner au bord de la mer ce soir avec le film que nous allons diffuser, un film dans lequel vous êtes en tête de distribution avec Alain Delon. C'est un film d'Alain Gessua qui s'appelle Traitement de choc et qui date de 72. C'est ça. Oui. Nous l'avons tourné à Belle-Île, oui, c'est ça, en 72. Bon, alors c'est un film, c'est un sujet assez dur. Quelques années après, dans l'esprit d'une actrice, d'une comédienne, est-ce qu'un film reste toujours présent ou c'est un film parmi tant d'autres que vous avez tourné? Non, pas du tout. De toute façon, aucun film est parmi tant d'autres. Je veux dire, un film est toujours une partie de sa vie. Mais disons que particulièrement, j'avais beaucoup aimé tourner Traitement de choc. J'avais beaucoup de films à faire à ce moment-là, mais j'ai voulu le faire parce que je collaborais complètement avec le sujet. Je veux dire que je trouvais que c'est un sujet dur, mais digne d'exister. Voilà. Et on a fait une très bonne équipe avec Gessua et Alain, etc. Robert Hirsch, Michel Dufaux. Voilà, exactement. Mais je veux dire que ça a été un film qui a duré, je me souviens, 12 semaines, qui a été dur physiquement, parce qu'il y avait en effet une ambiance qui était assez insupportable. Et puis, je ne sais pas pourquoi, ça a été un film dur, mais je veux dire un film envoûtant aussi. Est-ce qu'on arrive, quand on tourne un film avec un sujet comme ça, aussi astreignant, aussi, comment dirais-je, envahissant, le soir, quand on se retrouve avec les copains à table pour dîner, déjeuner, est-ce qu'on arrive à se... Oh, bien sûr, toujours. Oui. Oui, bien sûr. Il n'y a pas une psychose quand même après le Non, tournage quand même pas, non. Alors c'est un film, Annie Girardot, que nous allons voir. Je crois que c'est un film qu'il faut déconseiller. Je ne crois pas, j'en suis sûr. C'est un film qu'il faut déconseiller aux jeunes téléspectateurs. Moi, je sais pas. Vous êtes mère famille. Et alors? Ben, vous pouvez porter une appréciation s'il peut être visible par des jeunes téléspectateurs, je crois Non, pas. je veux dire, qu'est-ce qu'il y a, je veux dire, en dehors du fait de voir des cadavres de Portugais, mais je veux dire que moi, personnellement, je les ai pas supportés non plus. Alors, Bon. je veux dire que, d'ailleurs, Gessua a été assez sadique, d'ailleurs, pour me cacher la chose, mais je le savais, parce que c'était des mannequins, évidemment, qui étaient très bien imités. Enfin, on aurait cru que c'était vraiment des personnes vivantes. Et je me souviens dans la scène, la scène finale, justement, à la fin du film, je sais que j'étais terrorisée. Je sais qu'on l'a tourné qu'une fois, et je sais que j'ai été prise d'une crise de nerfs, d'ailleurs, qui est dans le film, d'ailleurs. Et qui est vrai. Et qui est vrai, j'ai mis 1 heure et demie à ma... Et je voulais pas regarder ces mannequins. Je fermais les yeux et je les regarde absolument. Et c'était tout à fait dans le ton du film, d'ailleurs. Eh bien, ce gros plan, pour résumer la carrière d'Annie Girardot, c'est une carrière qui compte aujourd'hui plus de 60 films tournés. 60? J'en sais rien, je sais pas compter. Si, à peu près 60. Moi, Oh. plus près de 70 que 60. Non, sûrement pas. Alors là, je vous arrête tout de suite. Beaucoup de films, si, 60. Vous croyez pas? Ben, je sais que ça fait longtemps que je tourne. Je sais aussi que j'ai tourné aussi des participations aussi. Quelquefois 1 heure, même dans un film, Ah oui, 3 mais jours. j'ai pris l'ensemble. Alors vous avez tout pris. J'ai Ah, tout ok. pris. Bon, allez, on Vous va avez mettre 60. Alors, des films qui ont été tournés en France, en Italie, en Yougoslavie aussi, vous avez tourné, en Amérique aussi, Et puis alors avec Visconti, avec Marcel Carné, Ferreri, Comencini, Petrovic, Pires, Lelouch, Kayat, De Broca et puis bien d'autres. On ne va pas tous les énumérer. Le public qui ne tient pas de comptabilité se souvient, lui, de Rocco et ses frères, de Vivre pour vivre, de Mourir d'aimer, de Trois chambres à Manhattan, qui vous vaudra la Coupe Volki d'interprétation à Venise,
de Docteur Françoise Gaillan, qui vous rapportera ce film, le César de la meilleure actrice française, de La vieille fille, d'Il pleut dans mon village, de La zizanie, de Dillinger est mort, de Tendre poulet et le dernier de Broca, on a volé la cuisse de Jupiter. Tout a commencé pour vous, Annie Girardot, eh bien avec un premier prix de comédie lors du concours de sortie du Conservatoire de Paris, prix qui vous vaut un engagement à la Comédie Française, où vous resterez 3 ans et demi. Vous y remporterez un triomphe avec La machine à écrire de Cocteau, qui verra en vous le plus beau tempérament dramatique de l'après-guerre, tandis qu'un critique vous comparera à Réjeanne. Un film, L'homme aux clés d'or, vous apporte le prix Suzanne Bianchetti, qui récompense la meilleure jeune comédienne. Et c'est d'ailleurs un prix, signalons-le au passage, qui ne se trompe que très rarement, car les jeunes comédiennes qui l'ont font généralement une très belle carrière ensuite. Et alors avec ce film, bien, ce sera le début d'une longue aventure cinématographique que je viens de résumer, tout au moins de tenter de résumer. Quand on pense que toute cette aventure a commencé par des études d'infirmière. Oui, oui. J'avais quitté l'école parce que je m'ennuyais. J'aime pas qu'on m'enferme. Et puis voilà, alors maman était sage-femme, alors j'ai dit je vais faire comme toi. Bien sûr, je voulais faire du théâtre, mais évidemment, je n'osais même pas l'envisager. Enfin, je pensais que c'était comme ça dans mon petit rêve. Et puis j'ai eu une mère fantastique d'ailleurs qui m'a indiqué le cours d'art dramatique, etc., qui a donné le conservatoire, etc. Et voilà. Alors, en attendant, comme j'étais trop jeune pour faire des études de sage-femme quand même, alors on m'a dit, tiens, tu vas être infirmière. Et puis j'ai tenu, quoi, 3 mois, quoi. Puis... Vous vous souvenez de la scène que vous avez présentée lors du concours de sortie du conservatoire, qui vous a valu le premier prix de comédie? Oui, j'en ai eu même 2. Enfin, j'ai passé même 3 concours. Moi, je mets le temps, moi. Mais après, ça va. Et j'avais donc passé en classique Mirandoline. Et j'avais passé en moderne un truc de cabaret. J'avais fait du cabaret à ce moment-là. C'était un mari dans du coton. C'était un truc comme ça avec des petits couplets. C'était un petit peu comme ça, à bracadabranc. Mais voilà, on m'a donné 2 premiers prix. Vous n'avez pas passé la Locandiera de Goldoni? Voilà, c'est ça, en classique. En classique, hein. Mirandole, moi je l'appelle Mirandole. Mirandole, oui, c'est ça. Alors, on vous êtes engagé à la Comédie Française. Quelle était l'ambiance aux Français? Très bonne, très bonne. Ah oui. J'y ai beaucoup appris. Moi, j'y serais bien resté plus. Mais il voulait que je signe pour le sociétariat. Je pensais ça. Moi, je pensais pas le signer tout de suite. Je pensais en pouvoir rester encore 2 ans à la Comédie Française. Mais comme je vous dis, j'aime pas qu'on m'enferme. Alors, signer, je veux dire, j'étais quand même très jeune. Signer comme ça pour un minimum de 20 ans. À l'heure actuelle, je trouvais ça un peu dément. Je veux dire, quand on fait ce métier, justement, on veut un petit peu partir. On ne sait où. Et d'avoir une chose très administrative, je veux dire qu'à ce moment-là, on fait partie, il y a un comité qui décide pour vous, vous devez jouer ici et pas ça. À ce moment-là, j'avais aussi, je faisais des films, je commençais à débuter dans le cinéma. Alors, moi, je serais bien resté 2 ans de plus, mais ils m'ont dit non. Alors, je suis partie à regret d'ailleurs, avec beaucoup de regrets, parce que je m'en souviens en tout cas avec beaucoup de nostalgie. J'y étais très bien. Qui aviez-vous comme camarade de promotion quand vous suiviez les cours du conservatoire? Au conservatoire, j'étais avec Belmondo, Jean-Pierre Mariel, Rochefort, Jacques Serres, Bruno Kremer. Belle cuvée. C'était pas mal. Bon cru. Hein, ouais. Et comme professeur, vous aviez qui? J'étais avec Henri Roland. Avec Henri Roland. Vous aviez fait du cabaret aussi? Qu'est-ce que vous faisiez au cabaret? Eh bien, c'était tout ça pendant le conservatoire, ce qui fait que j'ai eu quand même des études assez étendues comme ça. Eh bien, j'ai fait des remplacements, bien sûr, à la Rose Rouge, qui était encore la Rose Rouge, mais enfin, c'était les derniers moments de la Rose Rouge. J'ai joué, pas très longtemps, un truc qui s'appelait La queue de la poêle. On a fait un gros bide, et tout de suite après, j'ai joué Le langage des fleurs. Et puis après, j'ai fait un remplacement chez Fabry. Et puis après, je suis allée chez Michel Deray, faire toujours une reprise de La Reine Mère, avec musique de Paris, et La Tour Eiffel qui tue, de Guillaume Anoto. Et ce qui fait que, pendant mes études évidemment classiques, j'ai eu tout à fait une autre école aussi. Je crois que ça a été très Vous avez eu aussi le contact direct de passer de la théorie à la pratique avec le public? Oui, bien sûr, mais enfin, plus c'était... Oh, je veux dire qu'en plus, je veux dire, Roland était un être exceptionnel, je veux dire. C'était pas quelqu'un... Il y avait des vous savez, on numérote souvent les gens, on les met dans un truc et pas dans un autre. Tu peux faire telle chose, donc tu peux pas faire telle autre. Et Roland était tout à fait le contraire de ça. C'est un homme exceptionnel. Le film L'homme aux clés d'or avec Pierre Fresnay a été déterminant pour vous. N'est-ce pas avec ce film que Visconti vous a remarqué pour Rocco? Non, il m'a pas remarqué comme ça, hein, Lucky, non. De toute façon, L'homme aux clés d'or, c'était en 56. C'était tout de suite après La machine à écrire. Et Rocco, c'était en 60. C'est-à-dire, je commençais une carrière cinématographique, mais
toute timide, comme ça. Et par contre, j'ai fait du théâtre et j'ai connu Lucchino par le théâtre, c'est-à-dire en jouant une pièce américaine de William Gibson qui s'appelait Deux sur la balançoire. Et je jouais avec Jean Marais, et le metteur en scène était Luchino Visconti. C'est comme ça que j'ai connu Lucchino. C'était un film Et déterminant. je pense que c'est ça qui a fait que j'ai fait Rocco. Voilà. C'était un film déterminant, Rocco, dans votre carrière, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Bien sûr, d'abord Ouais. parce que c'était le premier film, d'abord de connaître Lucchino, ce qui n'était déjà pas... C'était fantastique, bon. Et puis de passer les frontières de la France pour devenir un peu international. Et puis surtout de rencontrer un monsieur que j'aimais bien. C'est ça, et Voilà. qui Et puis qui a déterminé ma vie, enfin, qui est votre encore vie là. personnelle. Et un enfant, voilà. Alors, j'ai lu dans votre biographie quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. Passage à la Scala de Milan. Et oui. Mais je sais que vous vous êtes essayé à la chanson, mais de là à l'opéra. Non, mais je ne chantais pas, de toute façon, je récitais. C'était le Perséphone de Stravinsky et André Gide. Alors, évidemment, il y a une partie chantée, une partie parlée, récitée, et une partie dansée. Et il se trouve que j'étais à un moment où je ne travaillais pas du tout, d'ailleurs. J'avais même pensé... Oh là là, j'en ai eu plusieurs. Et un jour, on m'a demandé, Marguerite Wagman m'a demandé de jouer à la Scala de Milan. Et alors, je me suis dit, quelle merveille, moi qui adore la musique, je me suis dit, finalement, je vais prendre un pied phénoménal parce que je vais être à la Scala, ça fait des kilomètres, et puis alors, je vais avoir un orchestre, et puis tout ça, je vais en avoir plein les oreilles, ça va être superbe, ça va être merveilleux, je vais m'envoler. On s'envole pas, mais c'est plutôt même cocasse, mais par contre, c'est une très belle expérience. Mais quelle est l'ambiance dans cet univers de la Scala? En plus, c'est la lune. C'est drôle parce que j'avais fait tout un sketch, je me souviens à la télévision un jour, j'avais raconté ce qui m'était arrivé. Et le lendemain, je reprenais l'avion, la caravelle qui allait sur Rome, et j'étais à côté de la Calas. Il y a Calas qui m'a dit, je vous ai vu hier. Alors je dis, mon Dieu. Et elle me dit, vous avez raison, mais il n'y a pas que la Scala de Milan, c'est partout pareil. Parce que c'est très sociétaire, la Scala, très Ce n'est hiérarchique. pas ça, non, c'est totalement différent. Je veux dire que pour moi, c'est une table d'arithmétique. Je veux dire que ce sont des chiffres. Moi qui pensais avoir l'orchestre, prendre mon pied, etc., pas du tout. L'orchestre, c'est à 4 km et puis il ne vous intéresse pas parce que personne ne s'en occupe. La personne la plus importante, c'est le souffleur. Dit le souffleur, c'est-à-dire c'est lui, non seulement qui souffle là, mais qui dit quand vous devez partir, parce que vous ne pouvez pas partir comme vous voulez. C'est pas possible. Il faut partir quand il veut, etc. Et puis le texte et tout. Et en plus, vous avez de chaque côté, cour et jardin, vous avez des gens, comme si vraiment ces gens qui sont au cœur, ils devraient au moins connaître la musique, moi je la connais bien. Hein, quand même, je sais mes notes et tout. Et alors, ils ont chacun, d'abord, qui le souffleur pour le texte, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils chantent. Et puis, il y a un monsieur avec un petit harmonium. Il y en a 3 d'un côté et 3 de l'autre. Ça fait 6, plus 3 souffleurs pour chacun. Ils sont tous tarés, suivant les tessitures, etc. Vous avez Perséphone. Et après, ah là, 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 si, là, 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 là. Et alors, tout le monde écoute pour bien aiguiser le Louis, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il a. Puis après, ils regardent tous vers un trou avec un monsieur qui dirige et qui dit l'orchestre. N'en parlons pas, on le voit à la télé par contre, il y a la télévision, alors on voit la télé, on voit l'orchestre, on dit tiens, mais on l'entend pas parce que de toute façon ils enlèvent le texte. Et puis après vous vous trouvez sur scène, vous avez à dire en mesure évidemment un texte qui est sur... parce qu'il pourrait être chanté aussi, cette partie peut être chantée. Alors évidemment je le disais, etc. J'avais des petits roudoudous comme ça, il y avait des machins, l'horreur. Et puis le trac, vraiment, et vous êtes perdu, et vous vous dites, mon Dieu, je voudrais m'envoler, et puis vous pouvez jamais vous envoler. Puis à un moment il y a les danseurs qui viennent. Alors vous dites, faire merveilleux, j'étais sur un petit rocher, comme ça, toujours avec mes doudous, et j'attendais comme ça, et les chanteurs, les danseurs, ils sont arrivés, ça fait et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 1, et 2, et 3, et 4, parce qu'ils chantent toujours sur de l'arithmétique, ceux qui chantent sur des humbles, des baguettes, et il y avait, de chaque côté cour et jardin, je me souviens, il y avait, en regardant, vous voyez, le public, comme ça, alors il y avait un monsieur qui avait une petite lampe rouge et l'autre qui avait une lampe verte, c'est comme les feux, hein, etc. Il y en avait qui fait 1 et 2 et 3. Alors il y en avait qui devaient suivre cette petite lampe verte. L'autre, c'était la mesure pour... enfin bref, hallucinant. Une usine. Et puis par contre, le public, il est content et tant mieux. Le théâtre, le théâtre, ce fut l'une de vos passions. C'est peut-être toujours une passion. Bien sûr, mais de toute façon, ça n'a aucun rapport. Je veux dire, ça n'a aucun rapport. Et Non. je veux dire que ça a Oui. tout le rapport, puisque je pense que entre le cinéma, le théâtre, tout ça, c'est... Ça vous manque pas la scène? Ben non, j'ai fait Madame Marguerite de toute façon. Mais je veux dire que la scène ou l'écran, c'est pareil. C'est vraiment pareil. Ah, complètement. Beaucoup de comédiens disent qu'il y a un manque de ne pas revenir sur scène assez Ah régulièrement. non, mais vous croyez sur un plateau, on est tout seul. C'est pas vrai. On a une équipe, on a des gens, on a des gens qui vous écoutent, qui s'étonnent, qui respirent.
Vous avez aussi créé en France, après la chute d'Arthur Miller. Oui, Et avec Visconti toujours. avec Visconti, toujours, oui. De bonnes fréquentations avec Visconti. Le personnage de Marilyn Monroe, qui est le personnage star que nous connaissons, et qui est pourtant l'antithèse de vous, qui vous déclarez anti-star, et c'est vrai que dans votre comportement et dans votre manière d'être, vous n'apparaissez Je pas. pense que c'était avant tout une femme, je veux dire. Bien sûr, c'était une star. Mais je veux dire, c'était un être prodigieux, je veux dire, désespéré. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est pas parce que c'est une star ou parce que, évidemment, je n'ai physiquement rien à voir avec elle. Mais je pense que c'est une petite sœur quelque part. Ça, c'est sûr. En définissant votre caractère, il y a un trait qui ressort, enfin que tous ceux qui écrivent sur vous soulignent, c'est une timidité avec un apparent culot. C'est une bonne définition, ça. Oui, c'est possible. Oui. Bah, vous savez, on est timide, c'est sûr. On l'est à vie. Mais vous savez, pour aller sur scène, je veux dire, je pense à Marguerite, vous avez 2000 personnes qui vous attendent. Vous êtes liquéfié, bien sûr. Mais à ce moment-là, vous vient une espèce de chose, comme une espèce de force, comme ça, qui n'a plus rien à voir avec la timidité. La timidité, on l'a dans l'intimité, on l'a avec un homme, on l'a avec un enfant. Non, avec des amis, des choses comme ça, très pudiques. Mais ce serait pas bon, je veux dire, à la scène ou à l'écran, je veux dire, on doit interpréter des choses quelquefois qui vont très loin. Je dis pas toujours, mais ça arrive. Et là, il faut une impudeur totale. Et là, bien sûr que l'intimité, elle est là toujours, mais ce ne sont pas les mêmes rapports. On a à interpréter quelque chose, alors voilà. Je me suis aperçu de votre timidité, c'est surtout quand vous êtes monté sur scène pour recevoir votre César. Ah bah voilà, moi je sais pas faire ça. Je ne sais pas poser pour les photographes, je ne sais pas faire plein de choses, alors je vais me et puis je m'en vais. Mais ça, c'est vraiment de la... Et elle est vraie. J'énumérais tout à l'heure votre filmographie, Annie Girardot. Bon, vous êtes l'une des têtes affiches féminines du cinéma actuel. Alors, tout à l'heure, vous m'avez évoqué les creux de vague dans une carrière comme la vôtre, ce qui paraît très, très stupéfiant. Comment vous l'expliquez, ces creux? Ben, je ne sais pas trop. Vous savez, je pense qu'on a tous des creux et puis des hauts. Disons que, pour moi, disons que j'ai débuté donc, dans le cinéma. Disons que le cinéma aussi n'était pas comme il est maintenant. C'est-à-dire qu'il y avait des metteurs en scène, il y avait des vedettes établies, bon, et puis il y avait des jeunes qui arrivaient. À ce moment-là, disons que j'arrivais au dernier moment. C'est-à-dire qu'on avait préparé une histoire, puis au dernier moment, on dit, bah, on va prendre celle-là, ça sera très bien. Bon, alors j'arrivais, mais on aurait pu prendre une autre. Je veux dire, c'était la même chose. Et puis le cinéma quand même évolue, on a commencé quand même à regarder les gens, on ne fait plus de la même façon. Et puis un jour j'ai eu Mourir d'aimer qui a fait des recettes, alors on a dit ah on va miser sur elle, alors on va peut-être écrire pour elle, mais c'était seulement la première fois, c'était en 70 seulement. Mais Vivre pour vivre aussi avait été une relance formidable de carrière, oui, non? pour moi, mais Oui. total, parce que je voulais quitter le métier. À ce point? Ah oui, oui, ça ne marchait plus du tout. Et d'ailleurs, on me l'a dit. Bon, faites un bilan. J'ai dit, bon, je fais le bilan, je m'en vais. Et j'ai eu le louche qui est arrivé et il m'a même fait faire des essais. Je veux dire, j'ai redébuté, j'ai recommencé, voilà. Mais c'était formidable, je trouvais que c'était un signe formidable. On parle toujours avec On recommence toujours. Hein. Oui, mais on parle toujours avec les actrices des moments où tout va bien, etc. J'imagine un peu quel doit être l'état d'esprit d'une actrice qui a travaillé, pour laquelle ça a très bien marché, puis tout à coup, le téléphone ne sonne plus rien ne se passe. Oui. Moi, je suis habituée. Hein. De toute façon, j'ai une vie où, de toute façon, tout ce que je fais, c'est jamais bien. On me dit toujours, vous n'allez pas faire ça et tout, et je le fais quand même. Finalement, au fond, ça s'est toujours passé comme ça. Donc, bien sûr, il y a des moments où je travaillais pas, c'est vrai. Mais j'ai failli m'en aller sur la pointe des pieds, toujours dans ma timidité. Je veux dire, je voulais pas embêter le monde. Qu'est-ce qui vous soutenait pendant ce moment-là? Qu'est-ce que le côté battant que vous avez d'attaque, etc. Non, parce qu'on peut faire plein de choses. Moi, je suis pas fatiguée, je peux faire plein de trucs. Je peux m'arrêter demain et on peut, si vous saviez ce qu'il y a de choses à faire dans la vie, c'est incroyable parce que les gens ont besoin de vous. Ça, je m'en suis rendu compte depuis. Et on peut faire plein de choses, on peut complètement laisser tout, hein, puis partir, mais vraiment plus rien sans bagage, sans rien. On a plein de choses à faire. On est rempli de plein de choses. Le succès, ça ne suffit pas à remplir une vie? Bon, non, je sais pas, j'ai pas pensé au succès. J'ai pas pensé à des choses où les gens sont heureux, où les gens sont bien. Alors, si on peut exprimer les choses et que les gens sont contents, très bien. Par contre, si on a cessé de les intéresser comme ça, c'est que c'est une carence de ma part. Donc, à ce moment-là, je suis prête à faire quelque chose et à les aider. Quand vous parlez de votre métier, vous dites, je crois, une phrase qui situe bien votre démarche. Vous dites, je n'ai jamais entièrement ou un peu fabriqué un rôle. Comment vous employez ces personnages aussi différents? Ben, je ne sais pas.
J'en prendrais pour exemple le théâtre, parce que c'est quand même là, vraiment, il faut y aller, on sait pas. Par exemple, je sais pas répéter. Je déteste ça, répéter. Quelle horreur. Je sais pas. Alors, je sais que je sais pas apprendre non plus. J'apprends pas mon texte. Par contre, je le lis comme ça, puis à un moment, boum, je le lâche. Et puis je le sais. Je veux dire qu'il est venu complètement avec ou c'est Visconti ou Lavelli. Après tout, ce qui est important de savoir à peu près. Ou le metteur en scène d'un film sait quand même mieux que moi ce qu'il a envie de faire. Je pense que la meilleure des politesses, d'abord, c'est de savoir ce qu'il veut faire, puisqu'on a envie de travailler avec lui. On coopère complètement à son sujet. Je veux dire que c'est d'abord lui, le chef, d'abord. Et puis voilà. Et puis après, les choses, elles viennent d'elles-mêmes. On ne sait pas pourquoi. Vous savez pas. Non. Il y a Il faut l'instant. surtout rien forcer. Je veux dire, moi, je force rien dans la vie. Il faut surtout pas changer, puisque c'est toujours la vie. Et finalement, aujourd'hui, c'est maintenant. Maintenant, c'est extraordinaire. Et demain, ce sera un autre maintenant. Alors à ce moment-là, ce qu'on a fait la veille, peut-être, n'est pas... Je veux dire que tout ça, c'est vertigineux, la vie. Hein. Ça va vite. Alors il y a aussi un phénomène qui est extraordinaire, c'est l'identification d'une multitude de femmes aux différents personnages que vous êtes dans les films où les femmes s'y retrouvent. Vous êtes l'une des leurs. Disons que je fais partie des familles. Oui, Oui. Ça me fait très plaisir. c'est beau ça. Mais c'est parce que je suis ni mieux ni pire qu'elle. Je veux dire, je suis comme elle. Enfin, je veux dire, je suis une femme quelconque, je veux dire. Et ça dépend de ce que vous interprétez. Je veux dire, si vous interprétez Pour mourir d'aimer, c'était une chose précise. C'était Gabrielle Russier. Il y avait un respect vis-à-vis de cette femme, je veux dire, de ce qu'elle était, etc., de ce qui lui est arrivé. C'était bon. Mais disons Françoise Gaillan, ou je sais pas, ou une femme comme Vivre pour vivre, je veux dire, c'est une femme comme tout le monde, je veux dire, une femme qui souffre, une femme qui peut avoir de l'humour, une femme à qui il arrive plein de choses, et les femmes sont extraordinaires, je veux dire. Elles peuvent bêtifier, mais quand elles sont formidables, elles sont formidables. Et il y a une question que beaucoup de gens se sont posées. Par exemple, je voyais de 69 à 75, vous avez tourné 16 films. Bien. Ah. Oui. Alors les gens se sont posé la question, mais qu'est-ce qui fait courir Girardot? Pourquoi tourne-t-elle autant, comme s'il y avait une espèce de peur d'être en manque tout à coup? Pas du tout. Mais non, parce qu'avant, je tournais pas. Personne s'est étonné. Puis un jour, je tourne. Un jour, on me dit, on peut faire. Alors, par exemple, je rencontre Jean-Pierre Blanc, avec Philippe Noiret, d'ailleurs. La vieille fille. Voilà. Bon, personne ne voulait. Les producteurs ne voulaient pas monter ce film. Bon, on s'est bagarré. On l'a fait. Bon. Alors, évidemment, c'était pas prévu au programme. D'un seul coup, il est arrivé. Bon, très bien. Mais on avait, d'autre part, des choses établies, des choses qui devaient se faire. Bien sûr qu'il vaut mieux espacer, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, on peut rester 2 ans sans travailler. Et puis un jour, on a plein de choses à faire, on a plein de choses à dire. Et il faut les faire maintenant. Quand ça se trouve, faut pas les faire après-demain, parce qu'après-demain, on sera peut-être mort. Alors, je veux dire, les choses, quand on doit les faire et qu'on y tient et qu'on veut les faire, bon, il vaudrait peut-être qu'il mieux quelquefois avoir du temps, mais quand on peut pas faire autrement, eh ben, on le fait comme ça. Ce qu'il y a assez d'extraordinaire et de très sympathique, c'est que on a l'impression que vous planifiez finalement rien, que les choses arrivent, vous les prenez, bon, ça se fait. Oui, parce que de toute façon, la vie, elle est malicieuse. Hein, je viens de me rendre compte récemment, et je peux vous dire que la vie, et il y a une force, c'est une force, pour tout à chacun. Et puis, eh ben, vous suivez la force, c'est tout. Et il y a une force diabolique. Et la vie, elle est comme ça parce que ça doit être comme ça. Et puis voilà. Et moi, alors, je suis... Vous croyez aux impulsions qui viennent dans ces eaux? je crois à l'impulsion, c'est la vérité. C'est l'élan. C'est sûr. Vous avez souvent accordé votre participation, enfin donné leur chance à des jeunes metteurs en scène, dont c'était le premier film. Oui. Là, on peut pas dire que c'est l'argent qui vous fasse courir, parce qu'on sait qu'un jeune metteur en scène en a souvent très peu. Oui, oh, bah oui. Oui. C'est une expérience, je pense, pour vous enrichissante de travailler avec quelqu'un de neuf Mais dans le métier. C'est pas ça, c'est, je veux dire, à partir du moment où vous lisez quelque chose qui vous plaît, bon, si cette chose peut être faite par des gens qui savent leur métier, qui savent faire ces choses-là, je préférerais. Seulement, il se trouve qu'ils veulent pas. Alors, quand on pense que une chose doit voir le jour, et ben alors on fait ce qu'il faut faire. Je veux dire, on se défonce, on se dit bon bah ça y est, on va le faire, on fera en participation, on va se débrouiller. J'ai fait comme ça Le Dernier Baiser, Bobo Jaco qui lui alors, n'a pas marché du tout. Alors là, c'est une catastrophe. Il y a eu aussi le film de Pires, Erotissimo, Jean-Pierre Blanc. Alors il y a des choses qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent moins, mais ça c'est la vie. Oui, vous avez un profond désintéressement du box-office hein, quand vous choisissez. Ah, complètement. Vous dites, Bah oui, je fais plein de bêtises, il paraît. Qui dit ça? Oh ben, les distributeurs, les gens bien pensants. Ouais.
Alors, je voudrais que, en restant un peu encore d'ailleurs sur ce métier, il y a une question qui se pose quand le succès arrive, et c'est votre cas, et il est permanent depuis pas mal d'années. Quand on fait ce métier, est-ce qu'on peut véritablement avoir une vie comme Monsieur Tout-le-Monde? Ah, exactement. Vraiment? Exactement. C'est pas envahissant? Non. On a toujours un peu l'impression que vous vivez à 100 à l'heure. Hein. Je vis à 100 à l'heure, mais parce que je fais plein de trucs, mais ça n'a rien à voir. C'est pas parce que je fais ce métier. Parlez-moi Même si je sais- parlez-moi des trucs, alors. Hein? Il doit y avoir des trucs dans le jardin secret, des choses que vous aimez faire, si ce n'est pas indiscret, bien entendu. J'aime bien d'abord vivre chez moi. Je suis très casanière. J'aime bien écouter de la musique. Très femme J'aime au faire les fourneau, marchés. paraît-il. Hein? Très femme au fourneau. Oh, j'adore faire la cuisine, j'adore avoir des amis, être bien, faire des fêtes, ou chez moi ou chez d'autres, je veux dire, mais sortir, mais être toujours dans une cellule familiale, enfin, familiale, disons, de la maison. La maison est très importante pour moi. C'est la tanière, c'est l'endroit où on est bien. Et alors là, on explose, on peut tout faire, on peut écouter de la musique, on peut, je sais pas quoi, on peut faire plein de trucs. Vous avez d'ailleurs aussi un goût, je crois, pour sécurité au niveau du nid familial, d'accord, mais aussi avec des coups de chambardement, hein, où vous changez toute place, vous refaites un décor différent. Ah oui, oui, moi je déménage à peu près, oh oui, en moyenne, une fois par mois. J'ai plein d'appartements partout, comme ça, et là, puis là, puis là. Je cherche ma maison, mais maintenant j'ai trouvé. Alors je la cherche plus, puisque je l'ai. Vous êtes saltimbanque, hein, au sens... Eh oui, bah, c'est normal, je veux dire, tout petit, on n'avait pas de maison, avec maman et mon frère, pas de papa non plus. On était dans les hôpitaux, toutes les maternités de France et de Navarre. Et puis il y a eu le débarquement, et puis la petite maison qu'on nous avait prêtée bah, a été détruite. On est revenu à Paris, on a vécu chez les autres. Et je déteste vivre chez les autres. Je veux vivre chez moi, voilà. Et ça, c'est une maison que j'ai cherchée. Alors, j'ai trouvé des maisons. Et puis au fur et à mesure que je trouvais les maisons, ben, j'avais plus les gens pour mettre dedans. J'étais toute seule, alors je m'ennuyais, puis j'ai peur. J'aime pas les maisons vides. Alors finalement, j'ai trouvé ma maison. J'ai mis du temps. En apparence, il y a toujours chez vous une formidable bonne humeur, ce qui est un talent aussi. Ben, non, il faut bien, c'est le plus sûr chemin et le plus droit chemin d'un point à l'autre. Hein. Oui. Mais Je crois. ça demande quand même des efforts quotidiens, la bonne Pas humeur, du tout, non? absolument Non. pas. Si vous saviez. C'est beaucoup plus facile. Il y a des gens qui s'engueulent tout le temps dans les immeubles, comme c'est n'importe quoi, pour le chien, pour je sais pas quoi, la porte, la minuterie, la conduite d'eau. Et les gens s'engueulent sans arrêt. Si vous saviez, moi je les regarde, je dis le temps qu'ils perdent, mon Dieu. Puis ils ont moins bonne mine. Bon, on secrète une espèce d'acide comme ça qui vous abîme et tout. Vous êtes, à partir du moment où vous en avez rien à foutre de la perte, bon, ça te coûte 3 francs 6 sous, quelle importance. Je veux dire, c'est pas important finalement. Et alors, ben voilà, les gens ne devraient pas se laisser attraper par des petites taquineries comme ça. Ils devraient être complètement libérés de ça. Et puis, il y a on pourrait définir votre philosophie de la vie avec une phrase de vous qui est très belle, d'ailleurs. Vous dites « J'essaye de tirer le meilleur parti de ce que je ne puis changer. » J'ai dit tout ça, moi? Oui, Ben, quand est-ce que je l'ai dit? vous l'avez dit. De toute façon, hein, c'est comme ça, je veux dire, vous avez ça. Bon, faut pas essayer de se dire, ah ben je veux autre chose. Oui, on peut dire, tiens, je peux essayer de faire autre chose. Mais j'aime bien la création, j'aime bien le mouvement, j'aime bien de toute façon ne pas s'arrêter. Si on s'arrête, on est mort. Alors ça va venir assez vite maintenant. Alors je me dis, il faut toujours fonctionner. Malgré les autres qui, comme vous le disiez tout à l'heure, vous disent « Oh, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire là ». Le regard des autres est important. Si c'est une personne que j'aime, mais eux, ceux qui m'aiment, ils savent très bien que je suis comme ça, donc ils me le disent pas.